Bienvenue à Macon, Georgia. Alors Macon, ça n'a rien à voir avec Macon, France. Hein. Il y a beaucoup de noms de villes aux États-Unis, y compris dans le sud, qui s'appellent Athens, Georgia, par exemple, qui doit son nom à Athènes ou à d'autres villes. Ici, c'est Nathanael Macon, qui est un politicien qui donne son nom à la ville. J'ai entendu souvent durant des décennies des gens dire aux États-Unis il y a pas d'histoire, ou il y a très peu d'histoire comparé à l'Europe. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une histoire assez riche, et quand on va dans certaines villes, dans énormément de villes en fait, en Macon c'est pas n'importe quelle ville, mais c'est quand même une petite ville de Géorgie. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, et quand on va dans cette ville, mais dans plein d'autres, il y a beaucoup de choses historiques vraiment très 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 riches. Ici on est à Macon, je vais vous parler de Macon. On commence ici avec des monts préhistoriques. Donc en Europe par exemple, il y a beaucoup d'histoires en Europe, mais les hommes des cavernes, ils creusaient, ils vivaient dans des cavernes. Ici les Indian Mounds, ils créaient leurs cavernes, leurs propres cavernes. Donc vous voyez, ils étaient déjà en avance sur l'Europe. Ça a été créé, ça a dû commencer à peu près il y a plusieurs milliers d'années. Ça s'est arrêté, je crois, en moins 700. Quand les conquistadors sont arrivés, Des Soto a traversé la Floride, la Géorgie, il a pu voir ces civilisations autour des mounds, des monts, des petites collines. Donc il y avait des habitations. Ici, c'est un temple de cérémonie qui est sous terre. Mais dans ce site qui s'appelle Ocmulgee, comme la rivière qui est juste qui sépare Macon, c'est juste de l'autre côté de la rivière. Ici vous pouvez visiter plein de petits monts comme ça, et donc il y avait différents types d'habitations ou de lieux de cérémonie à l'intérieur. Donc vous voyez, ça commence déjà à l'histoire de Macon, à la préhistoire. Après il y a une histoire, une grande histoire, par exemple celle de la guerre civile. Je vais vous montrer différents sites. Vous avez une histoire architecturale, une histoire artistique. Vous avez une guerre civile quand même assez marquante dans le sud des États-Unis. L'histoire musicale de Macon, évidemment, elle est extrêmement riche et connue. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses à visiter. Je commence par le plus ancien ici, donc par le côté préhistorique, et puis voilà, l'arrivée des conquistadors ici qui ont rencontré ces populations, un choc des civilisations bien connu. Le site des Ocmulgee Mounds. Donc Ocmulgee, c'est comme la rivière qui traverse Macon, donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est juste de l'autre côté. Donc Macon est de l'autre côté de la rivière. Là-bas on voit la skyline. C'est un très grand site, mais vous vous garez sur le parking du Visitor Center. Donc allez visiter le Visitor Center. Comme son nom l'indique, c'est fait pour ça. Et à l'intérieur, vous verrez des reconstitutions de comment c'était à l'intérieur des mounds. Vous avez deux sites que vous pouvez visiter, deux sites principaux. Le premier s'appelle Hearth Lodge, je regarde sur la carte en même temps. Il est par là-bas à peu près 10 minutes de marche. Et il est à 2 minutes du Visitor Center, 2 minutes de marche. Il est vraiment, vous le voyez depuis le Visitor Center. Et celui-là, vous pouvez rentrer à l'intérieur, donc voir comment c'était. Voilà, c'est un vrai, mais il est reconstitué, c'est totalement reconstruit à l'intérieur. Un petit passage qui vous permet d'accéder au centre de la pièce. Donc c'est vraiment sympa parce que ça vous fait quand même une immersion. Et ensuite vous pouvez continuer jusqu'au Great Temple Mound. Alors celui-là je peux pas vraiment vous le montrer là en ce moment. Je vais vous montrer d'autres images que j'ai fait tout à l'heure parce que je suis au sommet. Il est immense. Et là vous avez vraiment vu comme j'ai vu maintenant sur Macon, c'est vraiment hyper impressionnant. Vous en voyez des plus petits, en fait il y en a partout tout autour. Ils ont été éventrés, le site a été éventré quand la ligne de chemin de fer qu'on entend passer à 150 mètres, ça a cassé vraiment beaucoup de petits mounds, mais voilà, on peut quand même vraiment bien en profiter. C'est une jolie balade avec la vue sur la rivière, et ça vous permet de prendre conscience de l'ampleur historique de ces sites américains.
Alors, il y a des très beaux sentiers au parc national Okmulgee. Je vous conseille de les faire demander au Visitor Center, où vous diront un petit peu lesquels emprunter en fonction du temps que vous avez. Il n'y a rien de très très difficile. J'ai oublié de vous dire à propos des parcs. Ici, je ne veux pas tous vous les montrer parce que c'est l'hiver, donc ça ne sert à rien. Mais sur la rivière, il y a plusieurs parcs qui sont absolument magnifiques. Et il y a des plages, c'est quand même assez agréable, on est loin de la mer ici, on est en plein centre de la Géorgie, on ne peut pas faire plus central, et donc on est assez loin de la côte, et donc les gens pour aller à la plage, ils vont sur la rivière. Il y a vraiment des plages absolument sublimes, mais c'est pas le 28 ou le 29 décembre qu'on va vous les montrer. Donc voilà, ici on est au Fort Hawkins, qui est juste à côté du parc Okmulgee Mounds. On est à 1 minute de l'entrée, hein. Vous le verrez au bordure de la route, il n'y a pas grand chose à visiter, c'est une reconstruction, mais ce fort c'est un symbole important parce qu'il domine toute la ville de Macon, donc qui est de l'autre côté de la rivière Okmulgee. Et un jour ce fort a été la frontière, avant que la frontière arrive à l'océan Pacifique. Ici le concept de frontière, les Canadiens savent bien ce que c'est, mais ici sur le territoire américain, donc la frontière était repoussée de kilomètre après kilomètre jusqu'à temps d'arriver à l'océan Pacifique. Et un jour elle a été ici la frontière, et ce fort était important parce que au sud vous aviez les Espagnols qui tenaient la Floride, à l'ouest il y avait les Français qui étaient plutôt sympas, mais ça dépend des moments quand même, et partout autour il y avait des tribus qui étaient plus ou moins sympathiques en fonction des jours, avec les colonisateurs qui arrivaient de la côte atlantique et donc qui avançaient progressivement. Donc ce fort c'est la toute première construction de Macon, et la ville s'est étendue ensuite. Il a servi durant plusieurs guerres, plusieurs batailles. Il a disparu, puis il a été reconstruit pour vraiment être un symbole. Il est reconstruit exactement au même endroit comme un symbole important de l'histoire de Macon. Ici on est au Rose Hill Cemetery, donc c'est l'immense cimetière qui est entre le centre-ville de Macon, l'entrée est quasi dans le centre, et la rivière Okmulgee. Et donc voilà, c'est immense, ça ressemble à une ville, bon plutôt à une campagne, parce que là on est au tout début de l'hiver, donc on vient de quitter la fin de l'automne, c'est encore très rouge, c'est sublime, c'est romantique à souhait. Il y a des belles statues, des belles tombes anciennes comme on trouve dans les plus beaux cimetières du sud des États-Unis. Il y a un télescopage historique aussi, évidemment, qu'on trouve un petit peu partout à Macon. Ici, entre les tombes confédérées, il doit y avoir à peu près 2000 tombes confédérées. Les statues confédérées qu'il y avait dans toutes les villes, celles de Macon, ont été bougées il y a quelques années, pas très longtemps, à l'entrée du cimetière. Donc vous pouvez voir le soldat confédéré inconnu. Et juste en dessous des tombes des confédérés, vous avez les tombes des Allman Brothers. Donc c'est vraiment pas le même genre d'habitants tout à fait de Macon. Les Allman Brothers sont souvent venus dans ce cimetière s'inspirer, et il y a plusieurs chansons qui ont été inspirées de personnages enterrés ici, qu'ils ont pu découvrir en venant se promener dans le cimetière de Macon. Par exemple Little Martha, apparemment la musique aurait été soufflée par Jimi Hendrix dans le cerveau de Duane Allman pendant son sommeil, et la chanson il l'a jamais avoué apparemment, mais ce serait la petite Martha dont la statue se trouve dans ce cimetière de Rose Hill. Il y a énormément d'histoires différentes et de personnages différents d'enterrés ici. Là, juste en dessous de nous, il y a l'endroit où a été fait de la photo pour l'un des albums des Allman Brothers. Donc c'est vraiment très marqué par ce groupe. Quand vous arrivez à la maison qui est à l'entrée du cimetière, il y a un code barre, et c'est en fait pour faire un tour de nommer Allman Brothers dans le cimetière. Il n'y a pas d'autres tours organisés. C'est vraiment très marquant. Duane Allman est mort dans un accident de moto. Le groupe avait 2 ou 3 ans. Il est ici dans le centre de Macon, donc c'est vraiment complètement marqué
marqué par à la fois par le groupe mais aussi par beaucoup d'autres histoires, donc ça vaut vraiment le coup de venir passer une heure à se promener ici. Vous pouvez sillonner en voiture et vous arrêter où vous voulez. Derrière moi c'est la concession de la famille Woolfolk. Au 19e siècle, il y a 9 membres de la même famille qui ont été tués à la hache. A priori, la personne qui a été condamnée, même si elle n'a jamais avoué, c'est Tom Woolfolk, donc un membre de la famille. Enfin, 9 à la hache, ça marque l'histoire du cimetière de Rose Hill et de la région, parce que c'est quand même assez rare. Donc voilà, il a eu plusieurs procès, le Tom, et il n'a pas avoué, mais il a fini par être condamné et pendu. Ici on est à la Hay House, Hay H-A-Y. On est au sommet de la colline qui domine Macon. C'est une maison qui a été construite juste avant la guerre civile. C'est au jour d'aujourd'hui, c'est la plus belle maison que j'ai jamais vue dans le sud des États-Unis, et j'en ai vu à la Nouvelle-Orléans et dans un grand nombre d'endroits qui étaient absolument magnifiques, à Savannah aussi, mais celle-ci elle est vraiment terrifiante. Les images qu'on a fait, c'est juste après Noël, donc il y a encore les décorations. Vous voyez, on a un petit peu froid. On est le 27 décembre exactement. Donc la particularité à Macon, c'est que les troupes de l'Union n'ont pas franchi la rivière quand ils ont réussi à envahir la Géorgie. Donc Atlanta a été rasée. D'où le titre du livre Autant en emporte le vent. Il restait absolument plus rien de la ville. Macon a été préservé. Les troupes de l'Union étaient juste de l'autre côté de la rivière qui est en face de moi. La maison étant sur la colline, ils l'ont visée, ils ont tiré tout ce qu'ils pouvaient, mais il y avait de la tempête, donc ils ne sont pas restés très très longtemps. Il y a quand même des boulets qui ont atterri un petit peu à droite à gauche, mais qui n'ont pas touché la maison, heureusement. Donc elle a été entièrement préservée. Et puis la famille qui était là était en plus unioniste. C'est vraiment assez particulier ici, même si finalement il a été trésorier de la Confédération à un moment, mais il y a des blasons de l'Union qui sont un petit peu en hauteur dans les plafonds, assez discrets quand même, mais parce qu'ici on était vraiment au cœur de la Confédération. Mais on trouve ces symboles, c'est assez curieux. Derrière, c'est absolument époustouflant, style Renaissance italien, vraiment incroyable à visiter absolument si vous passez à Macon. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à visiter, pas seulement les quelques endroits que je vais vous montrer, mais il y a aussi des fermes, de multiples endroits à voir à Macon. On est ici devant la Cannonball House. On a toujours la rivière de Macon qui est juste en face. On est à peut-être 200 mètres, même pas 150 mètres de la Hay House. La Cannonball House, elle a la particularité. Alors, ce sont toutes des maisons de planteurs, hein. Les planteurs et les plantations en dehors des villes, bien évidemment, dans les campagnes, il y avait les cultures, mais ils avaient aussi une maison en ville, d'abord parce qu'ils avaient beaucoup d'affaires à faire ici, les marchés étaient ici, et les marchandises partaient, par exemple le coton partait du port de Macon, ça partait vers Savannah, et puis après ça partait vers l'Europe, hein, pour beaucoup de marchandises de coton. Donc on a des très belles maisons de planteurs. Contrairement à la Hay House, celle-ci, la Cannonball House, elle a pris un boulet de canon, un boulet explosif qui a fait voler en éclats le deuxième pilier. C'est pour ça qu'elle s'appelle The Cannonball House. Ça tombe sous le sens. Donc c'est une jolie maison aussi à visiter, et elle est un peu plus modeste que The Hay House parce que c'est vraiment une merveille, celle-là. Ici, ce que vous allez voir, en revanche, vous allez voir des pièces qui sont contraires à la Confédération. Alors bon, en bas là, il y a le rouleau à pâtisserie de la femme du général Lee. Il y a aussi des pièces qui ont appartenu à la femme de Jefferson Davis et à Jefferson Davis, le président de la Confédération. À l'étage, il y a un mini musée, mais assez intéressant, un musée militaire, avec des drapeaux de la Confédération, des uniformes, des portraits. Quelques souvenirs comme ça qui rappellent que ici c'était une place forte confédérée. C'était un centre assez important de production agricole, industrielle aussi, pour les armes qui partaient vers le nord pour combattre les nordistes. Donc voilà, c'est partie de l'histoire de Macon.
comme je disais en introduction, Macken, c'est plusieurs couches d'historique et de culture différentes. Little Richard, c'est un des fondateurs de la musique rock, un des 4 pionniers du rock, un des tout premiers dans les années 50. C'est donc une histoire musicale, c'est aussi l'histoire des familles pauvres noires de Macken. Sa maison, vous pouvez la voir à Macken. Là, actuellement, il n'y a plus de finances de la part du comté pour le centre, donc c'est pas possible de la visiter. Peut-être le jour où vous viendrez, ce sera possible, j'espère en tout cas. C'est toujours dans un quartier pauvre, mais alors c'est la particularité, c'est un truc très américain. Ils ont bougé la maison, elle n'était pas dans cette rue, et l'ont bougé là il y a quelques années. C'est quand même assez important d'avoir quelques marqueurs comme ça de ces musiciens qui ont vraiment marqué leur époque. C'est indescriptible ce que Little Richard a apporté à la musique américaine. Il y avait une dimension aussi, pour ceux qui le connaissent, très maquillé, très apprêté, queer, on dirait aujourd'hui. Ça lui a valu d'ailleurs des problèmes avec sa famille. C'est vraiment une personnalité énorme. Et puis toutes ces chansons que vous pourrez écouter sur la route de Macon, Georgia. Il y avait une statue d'Otis Redding, mais qui a été rangée pour le moment, donc je vous la montrerai pas, parce qu'il y a un centre qui va ouvrir, Otis Redding for the Arts, et la statue va être mise dans le cœur de Macon. Little Richard pour le rock, Otis Redding pour la soul, et puis ensuite les groupes dont je vais vous parler. Have been loving you. On est ici à Capricorn Records. Les disques Capricorn, c'est le label américain des années 70. Les studios ont été fondés ici pour enregistrer entre autres Otis Redding, donc, qui était vraiment très très impliqué dans les enregistrements ici. C'est déjà une grande star. C'est Phil Walden qui a créé ces studios. Phil Walden comptait travailler énormément avec Otis Redding. Malheureusement, Otis est mort dans un accident d'avion. Juste 3 jours après avoir enregistré son plus grand succès, On the Dock of the Bay. Donc Phil Walden il connaissait déjà Duane Allman, qui enregistrait comme guitariste ici, et il s'est dit que plutôt que de monter un nouveau label soul, parce qu'il y en avait beaucoup comme Stax par exemple à Memphis, il s'est dit pourquoi pas monter un label de rock, et ce faisant il a inventé d'une certaine manière le rock sudiste. Il travaillait déjà avec Duane Allman, qui était guitariste en studio, et il s'est dit on va monter un groupe de rock studio, comme ça les chanteurs de rock qui veulent qui veulent venir enregistrer ici auront leur groupe dédié pour les accompagner. Or très rapidement, après quelques mois, c'est Duane Allman et son groupe qui sont devenus célèbres sous le nom de Allman Brothers Band. Ils n'ont pas enregistré les premiers albums ici. Le 3e album était live, c'est le 4e album qui a été enregistré ici, puis les suivants. Et le studio a été ensuite célèbre pour accueillir tout un tas de groupes. Aujourd'hui, il y a des groupes du monde entier qui envoient leurs échantillons ici pour être mixés par les ingénieurs du studio. Et voilà. Mais les Capricorn est resté célèbre pour les Allman Brothers Band, Otis Redding au départ évidemment, et puis ensuite des groupes de ce qu'on appelle de musique sudiste, du rock sudiste, comme les Lynyrd Skynyrd qui sont venus enregistrer ici, ou bien des groupes comme Marshall Tucker Bands, des groupes vraiment sudistes qui ont enregistré tous leurs albums ici. Donc voilà, les studios ont enregistré pendant 10 ans, le label a fonctionné pendant 10 ans, donc voilà, la musique sudiste, c'est surtout des gens du sud, très jazzy, mais surtout la musique qui était beaucoup plus authentique, beaucoup moins calibrée que dans les studios de Californie ou de New York. Ça a surpris son époque, ça a marqué son époque. C'est vraiment la bande-son de l'Amérique des années 70 qui s'est enregistrée à Capricorn pendant 10 ans. Les studios ont ensuite fermé, ils ont rouvert
en 2020. Donc avec on peut enregistrer aujourd'hui à Capricorne comme avant. D'ailleurs c'est exactement le même endroit, c'est exactement la même composition, c'est exactement les mêmes machines avec un harmonium des Rolling Stones qui a été acheté aux Rolling Stones pour accompagner les groupes. Le studio est un peu plus grand, il y a plus de salles maintenant, mais vous avez la salle authentique dans laquelle les Allman Brothers ont commencé. Et vous avez un petit musée en parallèle, et puis vous avez un bar entre les deux avec tout un tas de gens sympathiques qui sont attachés à la musique. Et ça appartient aujourd'hui à la Mercer University de Macon. Donc c'est l'université qui a racheté et recréé les studios, comme ça ils peuvent être pérennisés, et il y a tout un tas d'étudiants qui apprennent ici au cœur de la capitale de la musique en Géorgie. On est ici devant The Big House, qui est un monument, c'est un petit peu comme Graceland au niveau musical, Graceland à Memphis. On est ici à Macon. The Big House, la grosse maison, c'est la maison des Allman Brothers Band. C'est là qu'ils ont commencé, qu'ils ont habité quand ils sont venus pour travailler au studio et produire leur premier disque. Donc Allman Brothers, ils sont originaires de Jacksonville comme les Lynyrd Skynyrd, mais donc ils ont débuté ici. Les studios d'enregistrement étaient à Macon, qui est la capitale musicale du centre de la Géorgie, et c'est ici que la fusion a pris, que les premières chansons les plus célèbres ont été écrites sur la table de la cuisine. Par exemple, Dickie Betts a écrit The Ramblin' Man sur la table de la cuisine de cette maison. Alors le rock sudiste, c'est pas forcément ce qui est le plus connu, notamment en Europe, en France, mais ici c'est quelque chose de phénoménal. Il y a plein de monde à venir visiter la maison tous les jours, toute l'année. À l'époque, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a 3 groupes, alors peut-être j'en oublie un ou deux, mais il y a 3 groupes extrêmement connus seulement, que j'arrive à me remémorer dans les fin des années 60 aux États-Unis. On a bien sûr les Beach Boys, on a The Doors, on a Creedence Clearwater Revival, et c'est à peu près tout. Les 3 groupes en question sont de Californie. Donc quand les groupes du Sud commencent à enregistrer ici, on commence à entendre parler de rock sudiste. Ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire une chose à mon avis. Un style vraiment assez différent, mais pour eux, pour les groupes de rock qui étaient ici, ils avaient l'impression de jouer du rock et pas du rock sudiste. Sudiste parce qu'ils habitaient tous dans le sud et qu'ils enregistraient ici à Macon. C'est un petit peu leur point commun. Le point commun quand même culturel qui fait beaucoup la différence, je pense que c'est les parties vraiment très jazzy, très des parties de guitare. Bon, si vous écoutez par exemple, il y a des morceaux des Allman Brothers qui sont entièrement à la guitare sans parole. Mais si vous prenez par exemple Free Bird de Lynyrd Skynyrd, la plus longue version doit durer 20 ou 21 minutes, avec des solos de guitare qui n'en finissent jamais, les guitaristes qui se relayent. Donc c'est vraiment s'il y a vraiment une particularité dans le rock sudiste, c'est vraiment ce côté improvisation, jazz. On est vraiment à la confluence de beaucoup de musiques traditionnelles du Sud, qui avec cette fusion arrive à donner cet état d'esprit là. Justement des chansons qui durent 20 minutes. Sur le cas de Free Bird par exemple de Skynyrd, ils ont fait une version courte, mais les radios passaient la version de 20 minutes ou 17 minutes, je sais plus, parce que vraiment c'est ce que les gens aimaient. Donc voilà, c'est un peu le Macon, c'est le cœur, un cœur musical, et les Allman Brothers est resté dans le cœur. Ça fait plusieurs années donc que Greg Allman est mort. Duane Allman est mort après 3 ans d'existence du groupe, dans un accident de moto dans le cœur de Macon aussi. Donc c'est vraiment extrêmement important pour la culture musicale populaire américaine. La personne de Duane Allman, ça fait 50 ans qu'il est mort, et il est toujours resté comme vraiment quelque chose de fondamental. Son enregistrement avec Nelson Piquet de Hey Jude, son enregistrement de Layla avec Clapton, qui a eu lieu ici aussi, je ne sais pas si c'était à Capricorn Studio, ou en tout cas dans un studio dans la région, et puis après la fondation des Allman Brothers avec son frère.
un groupe qui s'appelait Brothers et qui constituait un batteur noir. C'était quelque chose d'immense pour l'époque. Les cheveux longs, c'était quelque chose d'immense. Les champignons partout. Ici, il y en a un géant sur le portail de la maison. C'est quelque chose de très choquant pour l'époque, dans une région assez conservatrice. Et puis bien sûr un talent musical énorme. Si vous ne connaissez pas le rock sudiste, moi je peux que vous inciter à vous y mettre, à acheter les premiers disques de Lynyrd Skynyrd et de Allman Brothers Band. Alors, comme je disais en introduction, Maken, c'est un grand nombre de télescopages d'histoires. Donc je vous emmène pour terminer dans une histoire qui est complètement différente au Harriet Tubman Museum of African American Art. Donc c'est un musée qui est nommé Harriet Tubman pour les arts afro-américains. Je le place en dernier parce qu'on a de l'art, comme vous pouvez le constater, qui est un petit peu plus contemporain. Mais vous avez aussi des parties historiques à l'intérieur de ce musée. Donc vous pouvez voir des très beaux artistes d'une part, et le musée s'appelle Harriet Tubman. C'est une histoire qui est plus ancienne. Harriet Tubman, c'est elle qui a construit le Underground Railroad, c'est-à-dire le système d'évasion des esclaves des plantations ou des sites où ils étaient réduits en esclavage aux États-Unis. Elle s'est elle-même évadée, elle a fait évader ces gens-là. Donc on a aussi, comme vous pouvez le voir sur les photos, on a des pièces d'histoire de la communauté afro-américaine à Macon. Il n'y a pas que l'histoire de l'esclavage où les gens étaient vraiment réduits à juste un travail forcé. Il y a une histoire de la communauté afro-américaine qui continue derrière, et à travers une ville, à travers des personnages qu'on peut découvrir dans ce musée, on peut voir que après l'esclavage, longtemps après l'esclavage, l'histoire de certaines personnes n'avait pas été écrite. Alors quand vous regardez, quand vous apprenez l'histoire de telle guerre mondiale, de telle guerre ici ou là, vous avez le nom d'officiers qui bien évidemment étaient blancs, mais vous avez aussi, dans une ville comme Macon, comme dans les autres villes des États-Unis, tout un tas de héros locaux qui auraient mérité d'être connus, et leur nom n'a pas été inscrit dans les livres d'histoire. Donc grâce à un musée comme ça, vous pouvez en apprendre beaucoup sur ces personnes, sur de vrais héros ou de vrais héros du quotidien, et découvrir en même temps des très beaux artistes.